Gros plan à présent dans le grand entretien ce soir sur J.D. Vance. À 3 jours des 1 an de Donald Trump au pouvoir, rarement un vice-président des États-Unis n'aura autant pris de place à la Maison-Blanche. Il faut l'écouter, il faut le lire pour véritablement mesurer le basculement des États-Unis. Derrière Donald Trump, il y a le puissant J.D. Vance. Bonsoir David Thompson. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez réalisé avec Thomas Negaroff, qu'on connaît bien à France Télévisions, un portrait très fouillé qui sera diffusé demain soir sur France 5 dans Le Monde en face. Ça s'appelle J.D. Vance, la revanche de l'Amérique MAGA. Vous avez rencontré sa famille, vous êtes retourné dans son village natal de l'Ohio, vous avez rencontré ses mentors. Mais pour les Européens que nous sommes, J.D. Vance, c'est d'abord ça. The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. As Pope John Paul II once said, do not be afraid. We shouldn't be afraid of our people even when they express views that disagree with their leadership. Thank you all. Good luck to all of you. God bless you. L'Europe aurait renié ses valeurs, aurait peur du peuple. Les Européens sont sous le choc. Mais qui est cet homme qui vient de leur asséner une leçon de démocratie et même de balayer 80 ans de relations entre l'Europe et les États-Unis? Voilà, on est en février dernier et il met une énorme claque à tous les généraux, tous les chefs d'État dans cette conférence de Munich. Il semble même savourer son effet. Ah, ça, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est vraiment le moment qui scelle la rupture entre, je dirais pas les États-Unis et l'Europe, mais les États-Unis de Trump et J.D. Vance et l'Europe libérale. En fait, il a face à lui, ce jour-là, tous ses pires ennemis. J.D. Vance est ce qu'on appelle, ce qui se caractérise comme le premier leader américain post-libéral. Post-libéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il considère comme libéral, c'est les forces politiques, de droite comme de gauche, qui sont les garants de l'ordre international tel qu'on l'a hérité depuis la Seconde Guerre mondiale. J.D. Vance, il veut pulvériser les institutions internationales. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on parle de revanche, c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle de revanche, c'est parce que tout ramène à sa ville d'origine, sa région d'origine, l'Amérique désindustrialisée de la Middletown, Ohio. Racontez-nous, il vient d'où? C'est une ville décimée par les opiacés, c'est une ville qui est décimée par la désindustrialisation. La drogue, les opiacés. La drogue, et sa maman était toxicomane. Et lui, il a acquis la conviction que l'une des causes de cette pauvreté de sa population, c'est la mondialisation. Et donc, le post-libéralisme, c'est aussi ça. Et ça, c'est une vraie révolution pour la droite américaine. C'est qu'on a une droite qui, parfois, a des relents presque altermondialistes. Et eux-mêmes parlent de marxisme inversé parce qu'ils sont contre le libre-échange, contre la mondialisation. Et ils veulent, voilà, les tarifs, revenir sur leurs frontières et sur leur zone d'influence. Mais ils sont contre la mondialisation pour des raisons nationales, identitaires, etc. Pas pour des raisons sociales ou égalitaires. C'est très différent. Alors, il y a un peu des deux. Parce qu'il y a un de ses conseillers à qui j'avais posé la question un petit peu quelle était leur doctrine économique. Et figurez-vous qu'il s'est référé à une vieille encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qui est l'encyclique du catholicisme social. À la République. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils parlent de marxisme inversé, parce qu'eux, ils ont en tête, c'est un mouvement nationaliste populiste, et ils ont en tête la classe moyenne ouvrière, enfin la classe ouvrière blanche, les classes populaires blanches, dont J.D. Vance est originaire. Mais la plupart de leurs mesures vont en faveur des milliardaires, quand même. Alors, il y a cet antagonisme, puisque à la fois, il prétend défendre des droits de douane, et effectivement, en même temps, J.D. Vance est l'homme de la tech, la tête de pont de la tech, des milliardaires de la tech à la Maison-Blanche. Il a été soutenu, financé par Peter Thiel. On y vient. Mais moi, je voudrais commencer par le début, parce que c'est au fond son parcours qui fait aussi sa notoriété, sa réussite, le fait qu'il est comme ça, de façon fulgurante, gravi les échelons en politique. Il vient de Middletown, Ohio. C'est les rednecks, c'est ce qu'on appelle les hillbilly, les rednecks les ploucs fiers. Et vous l'avez dit, sa mère a été longtemps toxicomane. Vous l'avez rencontré, extrait. I come from a family that doesn't have a whole lot of money. The addiction that plagued my community
also plagued my family and even sadly my own mom. Je n'arrivais plus à réfléchir. Mon cerveau était embrumé par la drogue. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de me défoncer. Je n'ai pensé qu'à ça pendant des années. Ça fait 10 ans et demi que je ne prends plus rien. Il y a encore 15 ans, j'étais en chute libre. Voilà, c'est une des pépites du film, puisque moi, je n'ai jamais entendu témoigner, en tout cas dans un documentaire français. D'ailleurs, après, elle visite la Maison-Blanche, VIP, elle est très fière. Elle s'est sevrée depuis. Pourquoi c'est fondamental, cette famille, les grands-parents qui l'ont élevée, cette mère qui ne pouvait pas l'élever? C'est fondamental parce que faut reconnaître qu'il incarne d'une certaine façon le rêve américain. Voilà quelqu'un qui naît dans un milieu extrêmement pauvre, dans une Amérique qui rien ne le prédestinait à finir à la Maison-Blanche. Sa mère était toxicomane, elle ne pouvait plus l'élever. Il a été élevé sans père, il a été élevé par sa grand-mère. Donc c'est un milieu qui vraiment, personne n'avait fait d'études universitaires dans sa famille. Qui traverse les fermetures d'usines dans l'industrie, frappé Exactement. par le chômage et la pauvreté, et lui qui fait des études et qui va aller à Yale. Il va à Yale, meilleure université de droit du pays. Il avait fait juste avant des études de philosophie à l'université de l'Ohio. Et puis, voilà, il devient vice-président. Donc, c'est une trajectoire complètement américaine, complètement... Clinton était un peu comme ça aussi. Tout à fait. Clinton était comme ça. Pas réservé absolument, aux droites. Hein. Non, absolument. Et d'ailleurs, ses proches citent souvent l'exemple de Clinton, qui lui aussi avait des origines tout à fait modestes, fin fond de l'Arkansas. Cette trajectoire, il va la raconter dans un livre. Justement, l'éloge des hillbillies, des ploucs, et ça va devenir un best-seller, puisqu'il y a toute cette Amérique qui n'est pas encore MAGA vraiment, qui va s'identifier à lui et qui dit en fait, lui c'est moi. Et il va les rendre fiers. Qui sont ses mentors? Vous y veniez, il y a David Frum qui témoigne dans le film, qui est-il, et Peter Thiel ensuite, et là il y a un mouvement de bascule, ce milliardaire de la tech. Alors effectivement, il devient une sorte de vedette médiatique aux États-Unis avec ce livre qui raconte cette histoire extraordinaire. Et à l'époque, le livre sort au moment juste avant la victoire de Trump, et donc il devient une sorte de darling des plateaux télé, parce que on est dans un moment où les États-Unis se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment Trump a pu gagner? Et lui, il fait partie des rares qui à la fois ont un pied dans l'Amérique de Trump et sont aussi le produit des grandes universités élitistes. Et il leur explique, voilà, pourquoi ces gens sont tellement en colère, les gens avec lesquels il a grandi. Donc, il devient ce visage. Mais à l'époque, il est profondément anti-Trump, très critique de Trump. Vous voulez qu'on regarde un extrait pour mesurer à quel point il le déteste, il le dit, il l'écrit? Regardez. Quand on l'interroge sur le nouveau président Donald Trump, le jeune républicain ne mâche pas ses mots. Some people who voted for Trump were racist and they voted for him for racist reasons. Trump is a really bad candidate and frankly I think a really bad person. À l'époque, J.D. Vance m'a dit en privé, mais il a dit aussi publiquement que Donald Trump était moralement répréhensible, qu'il était le Hitler américain. Ce ne sont pas des termes ambigus, ses opinions étaient très très claires. C'est juste un homme mauvais, un être humain moralement répréhensible. Je suis évidemment outrée par la rhétorique de Trump. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les citoyens musulmans qui ne se sentent pas les bienvenus dans leur propre pays. Il y a toujours eu de dangereux démagogues, prêts à exploiter des gens qui ne pensent pas comme eux. Voilà, là on est à peu près en 2011, il va complètement devenir pro-Trump. Après, la question c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a de l'opportunisme chez J.D. Vance? Ou est-ce qu'il s'est converti par conviction? Bon, je pense qu'il y a évidemment un calcul politique au départ, parce que J.D. Vance se lance en politique en Ohio, un État qui est l'un des États les plus Trumpistes du pays aujourd'hui, même si c'est un État plus à gauche avant. Donc on ne gagne pas une élection, une primaire républicaine en Ohio, sans avoir le plein et total soutien de Trump. C'était une course à qui sera le plus Trumpiste dans cette élection. Et puis... c'est aussi une conversion qui est religieuse, parce qu'à ce moment-là, J.D. Vance, qui au départ est agnostique, se convertit au catholicisme. Donc on a cette double conversion. Il est d'ailleurs beaucoup plus dans la foi catholique que Donald Trump, non? Oui, il donne le sentiment, en tout cas. La piété de Donald Trump est douteuse. Ouais. Disons que la foi catholique de J.D. Vance, aujourd'hui, me semble beaucoup plus ancrée, sincère, réfléchie que celle de Trump. Ouais. Il y a quand même son autre mentor, là, qui est Peter Thiel, qui est le créateur de PayPal, donc c'est une boîte, et d'autres. Donc, qui est multimilliardaire,
et qui, lui, est un drôle de coco, quand même, parce qu'il a des thèses à la fois ultra-libérales, enfin libertariennes, mais il explique partout que la démocratie, c'est un obstacle à la prospérité des États-Unis, quoi. Donc il faut se débarrasser des procédures électorales, etc. Et il plaide pratiquement pour une dictature. Alors, d'ailleurs, on voit que le régime tend à évoluer dans ce sens-là. Ouais, on a autour de... Alors, Peter Thiel, effectivement, personnage absolument central. Sans Peter Thiel, il n'y aurait sans doute pas de J.D. Vance. C'est lui, il se rencontre à Yale. Il l'a financé. Il l'a financé, il se rencontre à Yale, Peter Thiel va donner une conférence et c'est là que la rencontre se joue en 2011. Et Peter Thiel voit quelque chose chez J.D. Vance et il ne l'a jamais lâché. Donc il lui a permis, après Yale, de devenir millionnaire en lui offrant du travail dans la Silicon Valley à San Francisco. Et ensuite, il finance effectivement sa campagne dans l'Ohio, 15 millions de dollars. Évidemment, ça a un impact majeur dans la campagne. Et ensuite, Peter Thiel fait partie de ceux qui vont voir Donald Trump pour lui dire... c'est notre homme, J.D. Vance. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir en Ohio. Et il faut ensuite faire de lui le vice-président des États-Unis. Peter Thiel est le premier milliardaire de la tech à soutenir Donald Trump en 2016. À l'époque, ils ne sont pas beaucoup. Peter Thiel, effectivement, a cofondé PayPal avec Elon Musk et il a été un des premiers investisseurs de Facebook. Donc, Peter Thiel est catholique. Peter Thiel est très influencé par la pensée d'un philosophe français, René Girard, qui était son prof à Stanford. Et d'un philosophe nazi qui s'appelle Carl Schmitt. Et de Carl Schmitt également, absolument. Et donc, effectivement, il hérite de tout ça une relation un petit peu compliquée avec le concept de démocratie, tel que nous le connaissons depuis... il n'est pas du tout démocrate. Oui, il considère que la démocratie est le pire des systèmes parce qu'elle encadre, voire entrave le progrès technologique. Alors, on arrive au moment où on cite toujours cette citation de Peter Thiel qui remonte à 2009, où il a écrit que la démocratie n'était plus compatible avec la liberté, selon lui. Oui, si vous voulez, il y a cette idée chez lui. Et avec le capitalisme. Voilà. Il a le sentiment que la démocratie est un frein à l'innovation, que les règles démocratiques, c'est un libertarien, et donc il faut réformer le système démocratique sans dire exactement vers quoi il veut aller. Il y a quand même un homme fort. Il dit il faut un homme fort. Voilà. Il y a une philosophe américaine qui s'appelle Ayn Rand, qui a à peu près les mêmes thèses, absolument, et qui fait toujours l'éloge de l'individu puissant, fort, qui impose ses vues en dépit de toute consultation et rien du tout. On a effectivement ce mouvement dit des lumières sombres qui entoure J.D. Vance. Il y a aussi un homme qui s'appelle Curtis Yarvin, qui lui se définit comme un technomonarchiste ou un néo-réactionnaire. Oui, qui a commencé dans son garage à une influence incroyable d'un point de vue idéologique de tous ces super magas de la tech. Et lui, il considère que les États-Unis devraient être dirigés comme on dirigerait une grande compagnie de la tech américaine. Je voudrais qu'on aille sur... au fond, c'est une vedette MAGA. Aujourd'hui, sauf que dans la nébuleuse MAGA, il commence à monter un créneau, une tendance très clairement antisémite, fasciste, raciste, et on le présente souvent d'ailleurs comme le successeur de Charlie Kirk, dont il était un très proche ami. Nouvel extrait. Vous savez, je pense que l'assassinat de Charlie Kirk risque de renforcer les tendances autoritaires de J.D. People on the left are much likelier to defend and celebrate political violence. Normalement, l'instinct du politicien, c'est de dire « c'est une tragédie, mais prenez ce rameau d'olivier et appelons à l'unité ». J.D., lui, il est en mode « rien à foutre de ces conneries ». There is no unity with the people who celebrate Charlie Kirk's assassination. And there is no unity with the people who fund these articles, who pay the salaries of these terrorist sympathizers, who argue that Charlie Kirk, a loving husband and father, deserved a shot to the neck. Alors, ça pose la question de la rapport. Il faut préciser que personne ne disait ça. Il ne faut pas apprendre les choses. Oui, bien sûr. Il y a une forme de mensonge et de propagande dans les mots de J.D. Vance. Mais il y a un rapport un peu à la violence quand même. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Parce qu'il s'est radicalisé depuis qu'il est vice-président ou pas? Et notamment, quel rôle joue l'assassinat de Charlie Kirk? En raison de son passé anti-Trump, J.D. Vance a un problème de légitimité avec la droite du mouvement MAGA. Donc, il se sent obligé, je pense, de donner des gages à cette partie de l'électorat parce qu'on est déjà en campagne pour la primaire républicaine et que dans la primaire républicaine, il faut être plus trumpiste que Trump. Avec la base suprémaciste. Mais quand et donc, Charlie Kirk, la mort de Charlie il est complotiste, il l'est aussi?
Alors, la mort de Charlie Kirk lui a permis de se positionner en tant que le leader authentique de cette droite MAGA, le leader sincère. Et il a essayé à ce moment-là de faire oublier son passé anti-Trump. Donc c'est pour ça que c'était un moment si important. Il était très ami avec Charlie Kirk, très proche de Charlie Kirk, et il s'est beaucoup investi auprès de sa famille pour aller chercher la dépouille avec son avion de vice-président, et puis ensuite faire ce fameux discours lors des funérailles de Charlie. Alors, il y a un autre qui revendique la succession de Charlie Kirk. Alors là, c'est la partie, on va dire, la plus radicale, droite suprémaciste. Très influente. C'est un podcasteur qui s'appelle Nick Fuentes. On va écouter un extrait. Attention, les propos peuvent choquer. Jews are running society. Women need to shut the fuck up. Blacks need to be imprisoned for the most part. And we would live in paradise. It's that simple. It's literally that simple. The older I get, the more I realize it is really this simple. We need white men in charge of everything again. That's it. Voilà, déjà pour mesurer cette frange-là défendue par Nick Fuentes, antisémite, raciste, masculiniste, pro-Hitler, nazi ou néo-nazi, elle représente combien au sein du mouvement MAGA et comment se positionne J.D. Vance par rapport à cette frange-là? La guerre à Gaza a tout changé à gauche, ça on le sait. Mais elle a tout changé aussi à droite. Et elle a fait émerger des personnalités comme Nick Fuentes. Nick Fuentes, effectivement, il est à l'ultra-droite du mouvement MAGA, qui est déjà très à droite. Nick Fuentes, selon un des proches de J.D. Vance, qui s'appelle Rod Dreher, qui est un intellectuel conservateur très influent, très réfléchi, il a sorti le chiffre de 30% des jeunes de moins de 30 ans à Washington, dans les cercles républicains, à la Maison-Blanche, dans les think tanks conservateurs, seraient peut-être pas des adeptes, mais en tout cas des gens qui regardent le podcast de Nick Fuentes. Donc le podcast de Nick Fuentes aurait un impact à déterminer sur 30% de la jeunesse MAGA, ce qui est absolument énorme. Certains réclament des tests de pureté, j'ai pu lire, dans cette mouvance-là. Alors cette mouvance reproche à J.D. Vance d'avoir eu des mentors qui soient David Frum, qu'on voit dans le documentaire, le premier mentor de J.D. Vance, qui est juif, ancien conseiller très pro-Israël. Ça, c'est le premier reproche. Mais le principal reproche que fait cette ultra-droite à J.D. Vance, c'est d'avoir une femme qui n'est pas blanche, une femme indienne et des enfants qui sont métis. Donc, Vance, on va la voir. Ils accusent J.D. Vance d'être un traître à sa race. Et ils ont même promis de faire campagne contre lui sur le terrain lors de la primaire républicaine qui devrait commencer juste après les midterms de novembre prochain. Mais il les combat ou il est ambigu à leur égard, cette frange tellement inquiétante? Il faut reconnaître qu'il est très embarrassé. On attend toujours une condamnation ferme, vigoureuse de la part de J.D. Vance de cette ultra-droite. Mais elle ne vient pas. Pourquoi? Mais justement parce que cette ultra-droite MAGA représente un poids politique très important au sein de la jeunesse MAGA. Donc il y a une gêne aux entournures qui est assez visible. Il y a un autre aspect, parce que lui-même est identitaire. Lui-même pense que la culture américaine est menacée. Il y a un grand remplacement en cours. D'ailleurs, vu d'Europe, ça paraît aberrant, doublement aberrant, parce que c'est les latinos qui désignent comme des ennemis, quoi. Et comme des gens qui viennent corrompre, rendre impure la race américaine, la culture américaine, mais on n'est pas loin de la race. Ce qui fait que si c'est l'avenir du mouvement MAGA, ça veut dire que l'avenir du Trumpisme, ce sera une dictature. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce sera une dictature. Vous vous souvenez de ce document qui a été diffusé par la Maison-Blanche, le document de stratégie nationale, dans lequel il parle d'effacement civilisationnel en Europe. Quoi. Alors, ce document a été écrit par quelqu'un qui est issu du Claremont Institute, qui est une boîte à idées MAGA, et qui soutient, qui est totalement aligné sur cette nouvelle droite américaine qui est incarnée par J.D. Vance. Donc oui, il pense que l'Europe est dans une situation de grand remplacement. Ils sont d'ailleurs proches, certains de ses proches ont vu l'auteur de cette théorie, Renaud Camus, en France. Ils suivent ses écrits. Donc oui, c'est une réalité pour eux. C'est pas du tout un fantasme dans leur esprit, c'est une réalité. Et l'Europe est un cauchemar américain pour cette droite MAGA, et en particulier pour J.D. Vance. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur sa place, parce que c'est vraiment très nouveau aussi qu'un vice-président soit aussi présent. On va voir le premier extrait en régie, celui qu'on n'a pas passé au tout début.
Il s'agit de la scène qu'on a tous encore en mémoire à la Maison-Blanche. Conférence de presse dans le bureau ovale entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Et vous allez voir ce que dit J.D. Vance à son encontre. Mais de quelle diplomatie vous parlez, J.D.? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je parle d'une diplomatie qui peut sauver votre pays de la destruction. Monsieur le Président, si je peux me permettre, je trouve ça irrespectueux que vous veniez dans le bureau ovale faire notre procès devant les médias américains. À l'heure actuelle, vous obligez vos citoyens à aller au front, car vous n'avez plus de force vive. Vous devriez remercier le Président pour ce qu'il fait pour vous. Êtes-vous déjà venu en Ukraine pour parler comme ça? Venez, ne serait-ce qu'une fois. J'ai vu des reportages. Voilà, février 2025. Est-ce qu'on a déjà vu un vice-président prendre autant de place? Non, jamais. Non, justement, il a une place tout à fait Comment la définir? nouvelle. Pourquoi Donald Trump lui donne autant de place? J.D. Vance prend cette place. J.D. Vance joue les chiens de garde de Trump. Porte-flingue. Et là, il sait qu'il parle au mouvement MAGA parce qu'il sait qu'à ce moment-là, le mouvement MAGA est déjà très anti-guerre en Ukraine. C'est son positionnement nationaliste populiste, c'est sa vision de la politique étrangère, se désengager. Alors, quand on leur pose la question aux Trumpistes, cette nouvelle droite américaine et les Trumpistes et J.D. Vance, ils refusent le label d'isolationniste, ils refusent évidemment le label d'interventionniste, mais ils parlent de réalisme diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand les intérêts stratégiques des États-Unis sont en jeu sur le plan de la richesse, sur le plan du pouvoir, sur le plan de l'influence, et qu'on peut régler une solution, selon eux, rapidement, par une intervention sans soldat au sol. Sans soldat au sol. Donc, éliminer le leader de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, éliminer l'Iranien Soleimani, aller capturer Maduro, ça rentre complètement dans cette doctrine. L'autre chose, c'est aussi la question des sphères d'influence. Se désengager du Proche-Orient en sous-traitant la sécurité à Israël et aux États arabes sunnites. De même en Europe. Pourquoi? Pour se concentrer sur la Chine, le rival, la confrontation qui pour eux vient, c'est l'extension de l'empire américain Absolument. d'une part, et la lutte contre la Chine. Exactement. Alors la suite pour J.D. Vance, pour terminer cet entretien, beaucoup le voient déjà à la Maison-Blanche, en tout cas le prochain candidat dans le camp MAGA / républicain. Certains dans le documentaire, on le voit bien, préparent déjà sa campagne, ils sont engagés. Vous y croyez? Marco Rubio serait aussi dans les starting blocks. Est-ce qu'il y a une envie de J.D. Vance aux États-Unis pour 2028? C'est toute la question. En tout cas, il y a une envie de J.D. Vance d'y aller. Son équipe de campagne est déjà constituée, oui, ça fait aucun doute. La campagne a déjà commencé en coulisses pour les primaires républicaines. Le problème de J.D. Vance, c'est qu'il a ce problème de légitimité au sein de la base MAGA, donc c'est loin d'être gagné pour lui. Le problème, c'est qu'il a aussi des rivaux de plus en plus populaires, à commencer par Marco Rubio, qui a gagné en popularité avec la capture de Maduro au Venezuela. Il est le nouveau favori de Trump, selon certains proches de Trump, et il a gagné en popularité au sein de la base de façon extraordinaire. Et puis il y a un autre personnage très important qui va très probablement se déclarer, en tout cas qui a envie d'y aller, c'est l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon. Et ce que m'a dit l'un des membres de l'équipe de campagne de Vance, c'est que Steve Bannon, s'il se présente, il pourrait emmener avec lui 30% de la base MAGA. Donc c'est énorme. Donc oui, J.D. Vance est l'héritier présomptif du trône MAGA, mais la partie est loin d'être gagnée pour lui. Merci infiniment, David Thompson. Donc ça n'est évidemment pas un documentaire à manquer, c'est tout le contraire, puisqu'on l'a beaucoup apprécié avec Laurent Geoffrin. À ne pas manquer. C'est ce que j'allais dire, mais bon, voilà. Je me suis rattrapée comme j'ai pu. Donc ça s'appelle J.D. Vance. La revanche d'une Amérique. Voilà, c'est demain soir, à 21h, dans Le Monde en face, avec un débat après. Ne le manquez pas. Merci à vous, David Thompson.